Parce que est venue l'heure du grand duel. Sur LCI à 19h30. J'accueille sur ce plateau Maude Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue Maude Bréjon, bienvenue à vous. Vous êtes face ce soir à Emmanuel Grégoire, député socialiste de Paris. Bienvenue à vous Emmanuel Grégoire. Très heureux de vous avoir tous les deux. Vous allez pouvoir débattre. On va passer en revue cette actualité si riche et voir aussi peut-être si des chemins de compromis sont trouvables. Vous avez peut-être entendu le reste de l'émission. Les experts qui étaient avec moi étaient très pessimistes sur la possibilité, sur la capacité de la classe politique à trouver des chemins de compromis. Première question à tous les deux, puisque nous sommes au terme de cette journée de manifestation, je cite les organisateurs contre le coup de force, je cite le coup de force d'Emmanuel Macron. Première question à tous les deux. Est-ce que nous sommes face à un déni de démocratie avec la nomination de Michel Barnier, Maude Bréjon? La parole est à vous. On l'a beaucoup dit depuis les législatives. Nous, là, en Macronie, nous avons perdu les élections. Force est de constater que personne n'a gagné les élections et qu'il fallait trouver une solution de stabilité institutionnelle qui permette au pays d'avancer. J'entendais le nouveau Front populaire réclamer la nomination de Lucie Castet. On n'est pas d'accord sur tout, mais enfin, on sait tous les deux compter. On se rend à l'évidence, Lucie Castet aurait été censurée dans la foulée. Moi, j'ai entendu hier Michel Barnier aux 20h de TF1, chez vos confrères de TF1, et j'ai vu un Premier ministre qui ouvrait des portes, et des portes que vous franchirez. J'espère, on aura l'occasion d'en parler, mais sur une amélioration de la réforme des retraites. Alors, ça va peut-être pas aussi loin que ce que vous souhaitez, mais néanmoins, c'est une main tendue. Sur davantage de justice fiscale, je crois que c'est une attente qui est très importante et qui transcende aujourd'hui les circonscriptions, ce besoin de sentir qu'on contribue de façon juste et que les autres le font aussi. Et donc, j'espère qu'on arrivera, avec les gens de gauche raisonnables, les sociodémocrates, enfin, on appelle ça comme on veut, à discuter au moins, à se mettre autour de la table. Alors, Emmanuel Grégoire, il y a une main tendue, effectivement, hier soir, et Maude Bréjon s'en empare elle aussi. Oui, elle vous l'attend à nouveau. Très aimable de la part de Maude Bréjon, mais c'est pas du tout à l'image de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est effectivement une discipline olympique un peu particulière, puisque c'est celui qui arrive 7e qui prend la médaille d'or. C'est une réalité que chacun a en tête, y compris vous, au groupe Renaissance. Le président de la République, en refusant d'interpréter les élections législatives comme une forme de critique à l'endroit de son action, a tout organisé pour raconter qu'il n'avait pas perdu. Jusqu'à confier l'une des plus grandes missions pour la gouvernance de notre pays, Matignon, à un parti devenu ultra-minoritaire, qui est l'un des plus petits groupes à l'Assemblée nationale, en disant c'est la condition pour que ça puisse durer. Et avec quelque chose d'implicite, sur lequel évidemment nous aurons à revenir, qui ne peut fonctionner plus de 48 heures, dès lors que la session ordinaire de l'Assemblée nationale aura recommencé, qu'avec la bienveillance du Rassemblement national. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ce gouvernement ne peut tenir désormais que grâce au Rassemblement national. Le Premier ministre est sur un siège éjectable dont la télécommande est dans les mains de Marine Le Pen. Votre réponse ? Alors, je vais vous répondre parce que... c'est plus qu'un déni démocratique. C'est une insulte qui est faite au résultat des urnes. Et permettez-moi de vous le dire, y compris au regard des électeurs qui ont voté pour vous. Emmanuel Grégoire, ce n'est pas le Rassemblement national qui est faiseur de roi, et en fait, il ne tient qu'à vous de venir autour de la table. Si le Parti socialiste acceptait de discuter et de ne pas être dans la censure automatique, vous nous direz ensuite si c'est votre cas à titre personnel, le gouvernement ne serait pas tenu et suspendu à la décision du Rassemblement national. C'est aussi parce que vous êtes dans cette posture-là que le Rassemblement national, de facto, quasiment, je termine s'il vous plaît, mathématiquement prend ce poids-là. Vous savez, moi j'étais ce matin... Forum des associations à Châtenay-Malabry, dans ma circonscription, qui est une ville où la gauche est forte, 50% de logements sociaux, dont un bon nombre de logements très sociaux. Que m'ont dit les gens ? Ils m'ont dit d'abord, on espère que ça va aller, on espère que ça va marcher. Je crois qu'il y a beaucoup de Français, de droite, de gauche, du centre, peu importe, qui ont envie qu'on s'entende et qui ont envie qu'on se parle. C'est la première chose. Et puis la seconde, sur la personne de Monsieur Barnier, ils m'ont dit c'est apaisant. Et je crois qu'on a un pays qui a besoin d'apaisement et que y a des visages et des personnalités à gauche qui peuvent y contribuer, au moins dans la façon dont on se parle. Emmanuel Grégoire ? Le pays a besoin d'apaisement, à l'évidence.
rappeler qui est à l'origine du chaos qui a généré ce besoin d'apaisement. Et deuxième chose, le sujet n'est pas en réalité pour les Français celui de l'apaisement. Le sujet est celui des résultats, des politiques qu'ils attendent. Peut-être les deux. Politiques qu'ils attendent, d'accord. Mais le deuxième est au moins aussi essentiel. Dans la relation qu'on a à la politique, à mon avis, le deuxième est plus important que le 1. Si le deuxième est là, le premier est garanti. L'inverse n'est malheureusement pas vrai. Le problème avec M. Barnier, il est assez simple. Et moi, j'ai une relation très courtoise avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui, incontestablement, a su montrer des lignes d'ouverture. Mais enfin, c'est quelqu'un qui défend depuis toujours une ligne qui était en forme de continuité avec celle qu'on a observée avant la dissolution. Une politique économique de droite, avec un gouvernement de droite. Vous me direz, ce n'est pas grave si les Français en avaient décidé ainsi. Mais ce n'est pas le résultat des urnes. Je redis, mathématiquement, ce gouvernement ne devra chaque seconde de son action et chaque action qu'il met en œuvre qu'à la bienveillance objective du Rassemblement national. Je pense que c'est insupportable. Ça devrait vous sembler, à vous, groupe Renaissance, qui avez promu cette centralité, à mon avis, un peu trop indéfinie pour susciter de l'adhésion. Mais c'est vous qui avez défini cette centralité en indépendance du Rassemblement national. Beaucoup d'élus que nous sommes, pas mon cas, moi j'ai été élu au premier tour, mais beaucoup d'élus que nous sommes ne l'ont été que par une réaction de front républicain, c'est-à-dire d'électeurs de gauche qui ont voté pour des députés de droite parce que leur conviction, c'est que la République, elle mérite qu'elle soit protégée de l'essentiel. Et j'allais finir, et inversement. Mais nous ne l'oublions pas. Donc vous avez été élus tous les deux. Je pointe cette bizarrerie. Pas tous les deux. Alors, parce que aucun de vous deux, puisque dans vos circonscriptions, ça s'est bien passé. Mais dans vos familles politiques respectives, de nombreux de vos collègues députés ont été élus grâce aux voix des électeurs de la famille politique opposée. Et une fois ces élections faites, on voit bien que vous n'êtes absolument en incapacité de vous entendre. Mais sur les sujets qui nous occupent. D'abord, je le redis, il ne tient qu'à la gauche d'inverser le rapport de force avec le Rassemblement national à l'Assemblée. Et ensuite, on a fait mieux que vous, pardon. Deux questions. C'est gentil de nous donner des leçons, je le prends avec plaisir, mais nous avons fait beaucoup mieux que vous. Emmanuel Grégoire, je vous ai pas interrompu quand vous parliez. D'abord, une première question, si ça vous embête pas. Est-ce que vous êtes dans la censure systématique? La France Insoumise, je crois qu'Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste l'avaient annoncé. Est-ce que c'est votre cas? Peut-être pas au PS, mais en tout cas à titre personnel pour vous. Ma position personnelle, en l'occurrence, n'a pas beaucoup d'importance. Non. Si, vous êtes plein d'électeurs qui vous regardent. C'est important. Non, mais je vais vous répondre très clairement à cette question. Il se trouve que ma position personnelle est celle de mon groupe. On en discute collectivement. Moi, j'ai jamais été pour une position de censure systématique. C'est une phrase qui, démocratiquement, n'a aucun sens. En revanche, lorsque l'on a un casting et une ligne politique qui se dégagent, c'est pas un sujet de censure systématique d'une personne, c'est la censure systématique d'une politique avec laquelle nous serions systématiquement et radicalement en opposition. Et si Michel Barnier réussit à faire entrer quelques personnalités de gauche met en œuvre une grande partie du programme du nouveau Front populaire, je me reposerai la question. Est-ce que l'un de nous, raisonnablement autour de cette table, croit que cette question ne se pose pas? Donc on ne va pas faire de la politique fiction. Michel Barnier, c'est comme le général de Gaulle, il ne va pas s'inventer social-démocrate à plus de 70 ans. Michel Barnier est quelqu'un qui a au moins le mérite de la constance. Il a toujours été sur la ligne la plus libérale, la plus dure, la plus exigeante de LR. Je rappelle qu'on l'a connu collectivement. Enfin, rappelez-vous, moi je fais de la politique, j'observe ce que disent les gens et leurs programmes. Il se trouve que Michel Barnier, on le connaît mieux. Avant, ce n'était pas le cas, mais on le connaît mieux depuis qu'il avait été candidat à la primaire LR. Et il avait, de tous les candidats de la primaire LR, la ligne la plus dure sur au moins 3 sujets essentiels dans ce qu'on appelle l'analyse politique de qui est de gauche, qui est de droite. La politique la plus dure sur l'immigration. La politique la plus dure sur la régulation, on pourrait dire la dérégulation du travail au titre de ses convictions libérales. Je les respecte, mais enfin, je ne les partage pas. Et troisième chose, sur la fiscalité, il avait des positions totalement orthogonales avec ce que nous défendons. Moi, je le dis, totalement orthogonales avec ce que disait le président de la République en 2017, plus du tout orthogonale avec la politique que mettait en place le président ces dernières années. Michel Barnier est l'un des premiers ministres les plus à droite que nous ayons eus depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et d'une certaine manière,
le macronisme a dérivé totalement à droite en matière de politique économique, en matière de politique fiscale, qui, convenons-en, ça n'empêche pas de faire d'autres choses, et qui, convenons-en, sont des marqueurs essentiels en matière de positionnement, eh bien, à l'aune de cette dissolution, au lieu de créer les conditions auxquelles vous nous appelez, qu'en gros, dire vous pourriez être sympa et bosser avec Michel Barnier, c'était possible de nommer quelqu'un d'autre. Alors attendez. Alors, Maud Bréjon. C'est possible de nommer quelqu'un d'autre. Il a fait le choix d'assumer cette dérive. La réponse de Maud Bréjon. Allez-y, Maud Bréjon. Je vous demande pas d'être sympa. Je vous appelle à être responsable. J'en sais rien, je vous connais pas. Faut quand même regarder 2 secondes dans le rétroviseur, parce que je veux bien entendre toutes les grandes leçons de morale et imputer tous les mots au président de la République et à ses choix passés et récents. Je sais que c'est très à la mode en ce moment, mais qu'on regarde un petit peu factuellement les positions des uns et des autres. Alors, vous avez exigé Lucie Castet en sachant pertinemment, et entre nous, j'ai trouvé que l'été passé a été un vaste sketch, qu'elle ne serait pas nommée parce que censurée dans la foulée, et que le président de la République ne jouerait pas de cette façon-là. Pourquoi censurée? Parce que vous avez fait le choix. Je termine. Vous nous reprochez maintenant. Vous avez fait le choix de la censurer. C'est ça. Est venu, bien sûr, mais moi je l'ai dit. Est venu sur et pas pour une question de personne. Vous nous reprochez aujourd'hui ce que vous avez dit tout l'été. Est venu sur la parce que je termine. Pas la même parce que Lucie Castet est arrivée en disant, et en reprenant les termes de M. Mélenchon, j'appliquerai le programme du NFP, tout le programme du NFP. Pas ce qu'elle a dit. Ensuite, est venu sur la table. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Est venu sur la table, et autant je pense qu'on peut trouver des points communs ensemble, autant pour ma part, je ne trouve pas de points communs avec la France Insoumise. Ce que vous faites, mais c'est un autre sujet. Je vous le dis avec gravité pour ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir. Parce que c'est pas de ça dont on parle. C'est de ça. Est venu ensuite, c'est quand même une question. Allez-y. Est venue ensuite la question de Bernard Cazeneuve. On s'est quand même retrouvé dans une situation assez hallucinante où le Parti socialiste et le premier secrétaire, je crois que c'est comme ça que vous dites, du Parti socialiste, Olivier Faure, a barré la route, parce que c'est quand même ce qui s'est passé en bureau national, de votre ancien Premier ministre. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'est retrouvé dans une situation où il y avait davantage de macronistes qui avaient envie de voir Bernard Cazeneuve, parce que moi j'en connais beaucoup dans les rangs des députés de chez nous, de voir Bernard Cazeneuve arriver à Matignon. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous dites ce n'est pas vrai. C'est pourtant ce qui a été relaté. Avec des prises de position au Parti socialiste. Je termine. Au Parti socialiste. Et au sein du nouveau Front populaire, qui ont été extrêmement virulents à son encontre, et pas uniquement au sein du PS. Et enfin, je reviens à la question de base. Quand vous entendez Michel Barnier tendre la main sur la question des retraites ou sur la question de la justice fiscale, en fait, pourquoi vous ne la saisissez pas? Moi, je pense que vous avez des électeurs, et vous le disiez tout à l'heure, ce qui compte, c'est peut-être parfois moins la forme que l'efficacité. Vous avez des électeurs qui attendent de vous que vous soyez utile. Et je ne comprends pas le côté jusqu'au boutiste du nouveau Front populaire. Alors, sur les retraites. Et une dernière chose. Sur les retraites. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout, et surtout avec Michel Barnier. Il a été notre opposition pendant des années, il a voulu se présenter contre le président de la République, et j'aurai des divergences avec lui demain. Mais je crois encore une fois que la politique, c'est être utile aux gens, et pour être utile aux gens, il faut être en capacité de faire bouger les lignes et de discuter entre nous. Et ça, il y a des choses différentes dans ce que vous avez dit. Non, ce n'est pas vrai. Le Parti socialiste n'a pas fait obstacle à Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve a été reçu par le président de la République. Bernard Cazeneuve a lui-même posé un certain nombre de conditions pour accepter cette mission, dans lequel je résume. 1. C'est un gouvernement de cohabitation. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne vais pas continuer à mener la politique que vous avez menée ces dernières années. 3. Il y a des dossiers que nous voulons retravailler essentiellement. La question des retraites, la question du SMIC et la question, et il y en a beaucoup plus en réalité, la réforme de la loi immigration, etc. Le président a dit « Ah oui, mais non, parce que moi je veux vous nommer, mais je ne veux pas que vous mettiez en œuvre le programme du nouveau Front populaire. Je veux que vous mettiez en place, légèrement amendé, la politique que je mène, qui ne contreviendrait pas aux grands objectifs de transformation. » Bernard Cazeneuve faisait consensus au sein du NFP. Mais vous utilisez, je vais répondre à votre phrase qui est de dire le Parti socialiste a fait obstacle à la nomination de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve arrive à Moi, je pense que Olivier Faure, s'il avait été on a tous vu ce qui s'est passé. Je dis pas. Attention aux expressions que vous utilisez. Moi, je ne joue pas de la flûte. C'est une expression populaire. C'est grave ce que vous dites. C'est grave. Votre président a nommé un Premier ministre de droite comme il n'y en avait pas eu depuis 20 ans dans notre pays. Et vous expliquez que la cause, c'est parce que le Bureau national du Parti socialiste a refusé de donner son accord à Bernard Cazeneuve. Faites attention, Madame Bréjon, parce que l'histoire est longue, et l'histoire se sait. Voilà. Pourquoi donner un deuxième signe à ça, et on va revenir sur les deux sujets que vous avez évoqués. Oui. Quand vous avez un gouvernement
vous adhérez ou pas de façon globale à sa politique. Vous êtes dans sa majorité, dans son opposition, et quand vous êtes dans l'opposition et que vous considérez, y compris, qu'il y a eu dans la nomination une insulte faite à nos électeurs de gauche au titre du nouveau Front populaire dans sa très grande diversité, la logique, c'est de le censurer. S'il est censuré, il tombe et on recommence. S'il n'est pas censuré, il ne tombe pas et il continue à agir. Ce qui l'amène à déposer des projets de loi, à discuter dans un travail parlementaire. Et là, tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale discuteront au cas par cas Du en disant contenu. on est d'accord, pas d'accord, du contenu. Moi, vous savez, Oui. Donc, moi, je ok. fais pas, Alors, je fais pas de la attendez, politique sur des phrases un peu vagues. Emmanuel Vous dites Grégoire. il est prêt à toucher aux retraites. Oui. So what? Ça veut dire quoi? De passer de 64 à 63? Ça veut dire de retirer complètement le 64 ans. Mais si vous voulez, c'est dans le détail qu'on peut se positionner. Attendez, juste une incise. Principe général. Non, mais l'un et l'autre, juste une incise brève, très brève, parce que pour que chacun comprenne ce que vient de dire Emmanuel Grégoire. Juste bien préciser. Vous nous dites, c'est pas la peine de me parler des sujets de fond pour l'instant. Retraite, fiscalité, immigration. La première chose, c'est de voir si le gouvernement survit à la censure. C'est ça que vous dites? Exactement. Et c'est là que c'est important. Mais Parce c'est qu'il ne peut complexe. survivre. Évidemment qu'on va dialoguer. On peut pas dire on veut pas savoir ce qu'il propose. D'abord, on regarde si la censure passe. C'est parce qu'on regarde ce qu'il vous propose savez, et en fonction, on censure ou pas. Madame Bréjon, vous savez très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. enfin, il y aura un est-ce que discours vous de voulez que politique. ça fonctionne Ouais, mais enfin, Vous allez écouter ce qu'il dit. Dans il y son aura un discours de politique générale. Et donc vous regardez quand même le fond avant de censurer. Mais évidemment, parce qu'on Vous votera la motion de posez pas la censure question de la censure. après. Mais non, mais arrêtons de faire de la politique fiction. Si M. Barnier arrive à l'Assemblée nationale et par la plus grande des surprises, on retrouve l'intégralité des mesures du nouveau Front populaire dedans, on ne le censurera pas. Mais ça, c'est de la politique fiction. Arrêtez de nous piéger par de la rhétorique et de la politique fiction. M. Barnier, il va faire exactement la politique pour laquelle il a été nommé, c'est-à-dire une politique de droite. Il se trouve que le hasard, et ce n'est pas un hasard, la première acte d'autorité d'un Premier ministre, c'est de choisir, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, son directeur de cabinet. Il n'a même pas choisi son directeur de cabinet. Et, aux grandes surprises, c'est le directeur de cabinet du ministre des Finances sortant, Bruno Le Maire, qui devient le big boss de l'animation gouvernementale en étant nommé directeur de cabinet à Matignon. C'est exactement la même politique qui sera aggravée. Et pourquoi elle sera aggravée? Elle sera aggravée parce que le président, avec beaucoup de passivité, votre groupe également, s'est retrouvé dans la situation d'être sous la menace de deux groupes. LR, parce que Michel Barnier en est issu, et qui vont passer leur temps à exiger des choses dans ce positionnement permanent. On est dedans, mais pas vraiment, et nous, on veut de toute façon avoir notre propre champion pour la présidentielle en 2027. Donc, ils vont vous faire sauter à la corde. Et deuxième chose, ça veut dire copie très dure sur le plan social, sur le plan fiscal, sur le plan budgétaire. Et, Madame Région, l'avantage, c'est que tout ça reste et on s'en reparle dans 3 semaines. Et deuxième, je vais vous dire comment ça va se passer. Et deuxième, sur l'immigration. C'est sur l'immigration que le Premier ministre va être attendu de la façon la plus sévère par le Rassemblement national. Il va y avoir un discours de politique générale d'une dureté inégalée sur l'immigration parce que c'est une condition, à mon sens, pour que le RN ne vote pas immédiatement la censure. Et donc, d'une certaine manière, on a la même politique en pire parce que, pour ne pas accepter l'idée que la gauche est arrivée en tête, n'a pas gagné, je le sais, mais est arrivée en tête, vous allez durcir la politique et vous mettre entre les mains le Rassemblement national. Maud Bréjon, je ne crois pas qu'historiquement, ce soit un destin idéal. J'ai mal à voir comment on termine le débat. Je vais vous dire, en venant dans la voiture, j'ai eu mes parents au téléphone. Et je leur ai dit, ce soir, maman, je débat avec Emmanuel Grégoire, tu sais, c'est l'adjoint à la maire de Paris. Mais mes parents vivent à Poitiers. Et vous voyez qui vous étiez. Et je dis, mais ça va être un débat intéressant parce que je pense que au fond, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter calmement, avec qui, sur les questions, encore une fois, de justice fiscale, d'égalité femmes-hommes, on va pouvoir trouver des points d'accord et tu vas voir, regarder ce débat, et je pense qu'il nous regarde en ce moment, ça va être intéressant. Et je constate que vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout dans cette position-là. Et que je me suis bien trompée en venant ici. Vous êtes là pour essayer de me rappeler que le gouvernement va tenir grâce au Rassemblement national. Et donc moi, je vous réponds que vous n'avez qu'à venir autour de la table pour que ce soit pas le cas. Et vous allez me redire qu'on tient grâce au Rassemblement national. Et je vais vous redire que vous n'avez qu'à venir à la table parce que comme ça, ce sera pas le cas. Etc., etc. Mais en fait, vous disiez tout à l'heure, ce qu'il faut en politique, c'est être efficace. Et au fond, la forme et la façon de parler passe en second. Je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui attendent
qu'on soit un peu plus constructif, peut-être parfois un peu plus respectueux les uns des autres. Je parle pas pour vous personnellement. Je crois que tout ça compte. Respectueux. Je crois que tout ça compte et qu'à camper éternellement sur nos positions et qu'au sein du NFP, à camper éternellement sur les positions qui sont en fait parfois davantage celles de la France insoumise, vous faites pas beaucoup avancer les choses, vous faites pas beaucoup avancer le pays. Je trouve ça simplement dommage. Merci à tous les deux. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais nous avons invitez-nous dans 3 semaines, comme ça on fera de l'exégèse du discours politique fédéral. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'était très intéressant de vous entendre tous les deux dans ce moment en particulier. On voit que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. La voie du compromis. C'est pas facile, c'est pas fini, mais c'est surtout pas facile. Merci Maude Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci Emmanuel Grégoire, député socialiste de Paris. Et vous retrouvez tout